Quentin l'a fait. Trois invités ce matin dans les matins de France Culture pour analyser les résultats du second tour des élections législatives. Martial Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. À vos côtés, Claire Gatinois, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique du journal Le Monde. À vos côtés également, Simon Persicot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et membre du laboratoire Pacte. On commence avec vous, Martial Foucault. La question peut-être la plus difficile. Que s'est-il passé en une semaine pour que les résultats changent pratiquement, du moins en apparence, du tout au tout? Est-ce que ce sont les électeurs qui ont changé ou l'offre politique? Je crois que ce sont surtout les électeurs qui ont fait vivre ou revivre le Front républicain que certains considéraient mort-né depuis plusieurs années. Après la succession de scrutins dans lesquels on demandait aux Français de faire barrage, élections présidentielles à deux reprises, mais aussi certaines élections locales. Souvenons-nous des élections départementales et régionales de 2021. Donc non, les électeurs ont fait massivement barrage à toutes les candidatures RN, que ce soit dans des situations de duel, mais aussi les triangulaires. Je crois que à la fois les candidats RN dans des duels ont subi des reports de voix très clairs, à la fois des électeurs de gauche vers les candidatures ensemble, mais aussi des candidatures d'ensemble, des électeurs d'ensemble, pardon, vers les candidatures de gauche. Donc finalement, le RN, c'est peut-être ça le sujet qui va nous occuper dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On verra ce qu'il ressortira, mais en fait, hier soir, on avait l'impression d'assister à une soirée électorale allemande. C'est-à-dire à l'issue d'un mode de scrutin mixte, proportionnel, où on voit des blocs qui ne font pas une majorité absolue et qui vont devoir travailler à un gouvernement de coalition. Parce que quand on regarde ce matin dans le détail le nombre de sièges pour chacun des trois blocs, on met en correspondance le nombre de voix. Moi, je suis surpris d'observer que le Rassemblement national et ses alliés LR, Éric Ciotti, font toujours 10 millions de voix. Contre 10,6 millions la semaine dernière. Et pour autant, le nombre de sièges a considérablement baissé. Et dans le même temps, on se disait, pendant des décennies, je dirais depuis près de 40 ans, en France, on a une arme presque atomique institutionnelle, c'est notre mode de scrutin. Le scrutin majoritaire à deux tours nous protégerait contre la montée des extrêmes. On a vu dimanche dernier que ce n'était plus tout à fait vrai. Et puis, en une semaine, il s'est produit peut-être l'art politique où des électeurs ont décidé de se saisir de ce que cette règle institutionnelle, le scrutin majoritaire à deux tours, leur permet, c'est-à-dire faire barrage. Parce que si on avait arrêté l'élection dimanche dernier, si ça avait été certains appellent à un scrutin proportionnel, on n'aurait pas du tout la même composition de l'Assemblée nationale. Et puis peut-être un autre élément très, très court sur ces consignes de vote. On s'est beaucoup interrogé, est-ce qu'elles sont suivies? Moi, je considère qu'il y a toujours deux actes dans ce front républicain. Il y a l'acte politique, et ce sont les prises de parole dimanche dernier et lundi, où des responsables ont indiqué que leur candidat allait se désister. Et ça, je pense, on aurait critiqué si aucun responsable politique n'avait pris cet engagement. Ça aurait été perçu comme une vraie faute. Et puis, il y a un deuxième acte qui est électoraliste. Et là, ça se passe vraiment dans la tête des électeurs qui cessons de dire qu'il n'y a plus de valeur, que ce monde politique est totalement aujourd'hui déstructuré. Non, les électeurs se sont déplacés dimanche avec des valeurs, et certaines de ces valeurs, c'est faire barrage au RN. Simon Persicot, vos expressions du visage ont laissé entendre que vous n'étiez pas d'accord, notamment avec cette idée que la semaine dernière, si on avait arrêté les élections à ce moment-là, les résultats auraient été totalement différents. Ça aurait été totalement différent. Enfin, ça aurait pas été totalement différent. En réalité, on a quand même une représentation relativement proportionnelle, beaucoup plus que d'habitude, des expressions, des préférences, quoi. On a un monde qui est tripolaire et on voit une assemblée électoralement, je veux dire, avec trois blocs assez constitués, avec des opinions, des manières de voter, des valeurs qui sont différentes et qui sont représentées à l'Assemblée de manière plus diverse que jamais avant. Après, le RN fait un peu moins que ce qu'il aurait fait avec un mode de scrutin proportionnel. Le NFP fait un peu plus que ce qu'il aurait fait avec un mode de scrutin proportionnel, mais et d'ailleurs, Martial l'a dit, en fait, on
On est dans un monde parlementaire qui ressemble beaucoup plus à un parlement classique avec des élections proportionnelles qu'à un parlement issu d'un mode de scrutin majoritaire. Et d'ailleurs, il suffit de comparer avec l'Angleterre, où là c'est l'inverse, ils ont complètement rendu très, très majoritaire. Et après, le deuxième point que je voulais dire, c'était sur ce qu'a très bien dit Martial, sur finalement, dans le fond, il y avait ce front républicain que personne ne voulait vraiment mettre en avant, qui était très critiqué. Il y a même eu des hésitations longues, en fait, jusqu'au désistement. Et sans les désistements, on ne serait pas du tout arrivé à cette situation politique-là. Donc c'est bien quand même le fait que la Ve République, ses élites politiques, ses responsables politiques, mais aussi ses électeurs, considèrent encore que ça a du sens de laisser de côté le Rassemblement national de l'exercice du pouvoir. Et je pense que c'est une des principales leçons qu'on peut tirer. Après, encore une fois, il faut revoir la séquence. C'est-à-dire qu'on a eu les élections européennes avec un RN extrêmement élevé qui conquiert énormément d'électeurs. Le premier tour des législatives, pareil, une progression remarquable du Rassemblement national. Et donc c'est vrai que ça peut laisser une bizarrerie, ce second tour. Et en fait, mais c'est une bizarrerie que dans cette séquence-là, en réalité. Et c'est un semi-échec. On entendait un peu plus tôt dans le reportage de la rédaction, Claire Gatinois, un électeur du Rassemblement national, un militant même Rassemblement national, expliquer que les électeurs français avaient été retournés comme des crêpes. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Est-ce qu'ils ont effectivement changé d'avis ou est-ce que c'est bien plus l'offre politique, les désistements, les alliances qui ont provoqué ce nouveau résultat surprenant? Alors, je pense que c'est un peu des 2, parce que c'est vrai que Martial Foucault le disait tout à l'heure, en fait, on pensait le Front républicain mort-né. En fait, il n'est pas du tout mort, on le voit là dans ses résultats. On voit des résultats très surprenants, circonscription par circonscription, des électeurs qui ont choisi de réélire Gérald Darmanin, qui est pourtant porteur d'une ligne très à droite et qui représente vraiment le macronisme avec le projet de loi immigration qui a beaucoup fâché une partie de l'électorat macroniste. On voit la réélection d'Elisabeth Borne, première ministre, Madame 49.3, qui a été porteuse de la réforme des retraites extrêmement impopulaire. Après, les électeurs du Rassemblement national ont des raisons d'être particulièrement déçus, parce qu'effectivement, il y a eu ce front républicain assez surprenant qui s'est fait entre le premier et le second tour. Et il faut le rappeler, il s'est fait dans la douleur. C'est-à-dire que même y compris au sein de la famille du camp présidentiel, rien n'avait les allures d'une évidence. Il y a eu des fritures entre l'Élysée et Matignon sur qui devait se désister, pourquoi. Il y a eu des outrances aussi concernant la façon de qualifier le nouveau Front populaire assimilé à la France insoumise, réduite au rôle de pure extrême. Donc, effectivement, pour les électeurs du Rassemblement national, on peut comprendre la déception, surtout après le score incroyable du premier tour. Et après, ça pose une vraie question, je pense, pour la formation de l'extrême droite. C'est peut-elle gagner? On voit là qu'elle engrange encore un nombre de voix bien supérieur à celui de 2022, mais jamais le Rassemblement national ne franchit la barre symbolique de pouvoir arriver au pouvoir, en fait. Le Rassemblement national avait pour rappel 89 sièges en 2022, 143 aujourd'hui avec l'alliance LR d'Éric Ciotti. Ça reste tout de même, c'est la première fois que le RN est premier parti à l'Assemblée nationale. Analysons peut-être les résultats maintenant bloc par bloc. Martial Foucault, on commence avec vous par le nouveau Front populaire. Est-ce que c'est une victoire de la gauche ou bien plus une victoire en réalité du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts? Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais Allez-y. étudiant, j'ai lu et relu un ouvrage qui, pour moi, est vraiment une référence et qui est très éclairant pour comprendre ce qui s'est passé hier soir. Cet ouvrage, c'est un classique de la science politique qui s'appelle France de gauche, vote à droite pour analyser les élections législatives de 1978, où il y avait eu une vague à gauche au premier tour et finalement, au deuxième tour, la droite l'avait emporté. Eh bien, je crois que depuis hier soir, c'est plutôt France de droite, vote à gauche ou cap à gauche. Et c'est important de comprendre quand même cette dynamique qui s'est produite au regard des effets qui ont été parfaitement expliqués à l'instant. Le bloc, maintenant, si on regarde le bloc de gauche,
Bon, deux éléments. Tout d'abord, la capacité de l'ensemble des partis de gauche à faire union, coalition, a probablement été mal anticipée par le président de la République au moment de son choix de dissolution. Et l'union est Euh, payante. L'union est toujours payante. Toujours payante. Alors, on pourrait se dire le nombre de sièges issus des élections hier soir est en progression. Alors, j'ai peut-être pas tout à fait les derniers chiffres, mais c'est environ une quarantaine de sièges supplémentaires pour cette coalition. On verra si elle peut survivre au Parlement dans sa formation de campagne. Par ailleurs, la gauche, je regarde attentivement la carte électorale, la gauche a fortement résisté dans l'ensemble de l'Île-de-France. On voit même des gains. En revanche, on a d'autres territoires où elle est en grande difficulté, notamment le sud-est de la France. Et même quand on regarde le sud-ouest, cette terre radicale socialiste, elle a été parfois battue par des candidats RN. Donc là, il y a aussi, je dirais, des recompositions sur le terrain. Et puis peut-être un dernier élément sur la gauche. Au fond, le fait qu'on ait ces trois blocs va quand même poser une vraie difficulté. C'est-à-dire que le programme qui a été élaboré par le nouveau Front populaire, est-ce qu'il peut évoluer et être endossé, être partiellement endossé par d'autres partenaires pour élargir finalement une assise parlementaire plus grande, ou bien est-ce que la gauche, pour moi c'est aussi la question, est-ce que la gauche va de nouveau, en quelque sorte après l'expérience NUPES en 2022, va de nouveau se fissurer autour d'un sujet d'incarnation. Et je crois que ça, c'est un élément qui n'a pas été totalement clarifié pendant la campagne, et peut-être même tant mieux. Parce qu'on n'aurait peut-être pas eu tout à fait ce résultat hier soir. Mais ça, c'est pour moi une échéance importante pour cette coalition de gauche. La question que je posais, Simon Persicot, dans le détail du nouveau Front populaire, LFI, la France Insoumise, perd un siège, tandis qu'Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, eux, gagnent massivement des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que la vraie victoire, plus que dans l'ensemble du nouveau Front populaire, se situe bien plus au Parti Socialiste et à Europe Écologie Les Verts? D'un point de vue purement mathématique, oui, c'est des partis qui ont gagné beaucoup de sièges, enfin beaucoup plus de sièges. Et quand on reprend par exemple les écologistes qui faisaient 5,5% des suffrages aux élections européennes et qui gagnent une dizaine de députés, c'est sûr qu'ils se trouvent mieux. Mais tout ça en fait avait été plus ou moins réglé. Il faut voir quels sont les mécanismes qui expliquent cette dynamique différenciée à l'intérieur du Front populaire. En fait, ça s'est beaucoup réglé lors des investitures, lors de les 2 jours de négociation, de savoir où est-ce qu'on met des candidats où. Et où là, la France Insoumise était finalement, on dit beaucoup la France Insoumise bloque toute dynamique d'union, etc. Mais elle a été assez lâche. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a accordé à ses partenaires socialistes et écologistes des circonscriptions gagnables. Le principe de départ, c'était que tous les sortants Lâche, de la vous NUPES, dites. lâche au sens flexible. Excusez-moi, pas du tout au sens de traîtrise, l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a été assez franche et elle a accordé des capacités à gagner en fait. Et puis après, c'est joué. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est le phénomène principal qui explique la différence dont vous venez de parler, à savoir que la FI stagne alors que le PS double son score et que les Verts gagnent une dizaine de sièges sur la vingtaine qu'ils avaient avant. Le deuxième mécanisme, c'est peut-être, mais ça encore une fois, il faut la regarder dans le détail des batailles de circonscription. Peut-être que certains candidats France Insoumise ont moins bénéficié de ce front républicain dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui ne serait pas étonnant, vu la campagne qui s'est déroulée à l'encontre de la FI, vu que par exemple Édouard Philippe, je fais cette blague souvent avec les étudiants, mais et donc vu que Édouard Philippe avait donné la consigne ni FI ni RN, à un moment ça a sans doute porté ses fruits, ou en tout cas ça a eu ses conséquences par rapport à la capacité de la FI de faire élire ses députés. Mais mon impression, c'est que la principale dimension d'explication, elle s'est passée lors de la désignation des candidats, il y a déjà 3 semaines. Claire Gatinois, lumière avec vous désormais sur Ensemble. Défaite ou déroute selon vous? Alors, pour le camp présidentiel, c'est très, de façon assez explicite, une défaite. Effectivement, on ne peut pas parler de déroute parce que finalement la catastrophe est moins pire qu'annoncée, mais ils perdent quand même une centaine de sièges, donc c'est quand même assez spectaculaire. Et c'est clairement le pari raté d'Emmanuel Macron. On se souvient que le chef de l'État avait présenté cette dissolution comme un moment de clarification. Il voulait avoir une assemblée avec une majorité beaucoup plus claire.
à l'époque, il pensait que son camp pourrait l'emporter. Là, on voit que finalement, il n'y a absolument aucune majorité claire. Les électeurs ne se sont pas prononcés pour porter l'extrême droite au pouvoir. Ils ne se sont pas portés pour redonner du crédit au camp présidentiel. Ils envoient un signal. Comme le disait Simon tout à l'heure, il y a une volonté que le pays penche un petit peu à gauche et vers une gauche plutôt modérée. Si on en croit en tout cas la hausse assez spectaculaire des députés du Parti socialiste et des Verts. Donc pour Emmanuel Macron, c'est presque la situation la plus compliquée aujourd'hui pour lui. Et maintenant, toutes les semaines à venir, il faut que le chef de l'État essaye de rester dans la mesure du possible, le maître du jeu, en essayant de fissurer ici le nouveau Front populaire, d'appeler là les représentants d'une gauche modérée avec laquelle il pourrait travailler. Mais je pense que ça va être extrêmement compliqué. On l'a vu dans la soirée d'hier soir. C'est que personne, aucun des leaders du nouveau Front populaire, pour le moment, ne se dit prêt à travailler avec lui. Le Rassemblement national hier a critiqué, a regretté les arrangements électoraux. Alors par arrangement électoral, ils entendaient évidemment le fait que des candidats se retirent et que des alliances se créent, ce fameux front républicain. Est-ce que Martial Foucault, on risque de voir naître une forme d'amertume durable dans le corps des électeurs du Rassemblement national aujourd'hui ? Écoutez, c'est un sujet sur lequel, depuis plusieurs élections, je dirais même depuis 2017, deuxième tour de l'élection présidentielle, donc ça fait 7 ans, on dit finalement l'électorat du Rassemblement national est orphelin d'une victoire qui aurait dû advenir. Je pense que hier soir, à la différence de 2017 et même 2022, on a peut-être une situation qui peut partiellement convaincre ou satisfaire l'électorat RN, c'est-à-dire que on a 3 blocs. Et dans cette configuration-là, évidemment, beaucoup de personnes ont à l'esprit la prochaine échéance nationale. Enfin, s'il n'y a pas de fait majeur politique, par exemple une démission du président de la République, mais la prochaine échéance, c'est 2027. Je crois qu'hier, un responsable du Rassemblement national, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, dans une déclaration, a parlé, a employé, a utilisé cette expression, ce n'est qu'une victoire différée. Et donc, effectivement, je pense que l'électorat qui a voté 10 millions de Français, 10 millions de Français qui votent pour le RN, indique clairement qu'aujourd'hui, les autres forces politiques doivent considérer qu'il y a cet électorat, je pense que c'est pour moi un des enseignements, cet électorat doit être intégré dans tout programme, tout contrat de gouvernement à venir, parce que si on considère que 10 millions de Français ne peuvent pas être intéressés, mobilisés, concernés par un programme, alors oui, effectivement, c'est une vraie victoire différée. Merci à tous les trois, Martial Foucault, Claire Gatinois, Simon Persicot. On va s'intéresser à 8h20 aux nouvelles façons de gouverner. Comment gouverner ? En attendant, on retrouve Xavier Mauduit et Jeanne Guéroux. C'est l'heure de lever avec eux quelques préjugés. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Suite des analyses du second tour des élections législatives avec nos 3 invités. Martial Foucault, il est professeur de sciences politiques, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Claire Gatinois, elle est journaliste au service politique du journal Le Monde. Et Simon Persicot, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et membre du laboratoire Pacte. Merci à Stéphane Robert, Jean Lémarie de la rédaction de France Culture d'être restés à mes côtés. Et peut-être première question pour cette suite, Simon Persicot. Est-ce que le cœur du pouvoir est aujourd'hui transféré à l'Assemblée nationale ? Oui, c'est très bien résumé. On a une forme de parlementarisation à marche forcée de la Ve République qui n'a pas du tout l'habitude de ça. Puisqu'en général, au lendemain d'élections législatives, on sait à peu près qui va gouverner, on sait à peu près qui sera le Premier ministre, on sait à peu près quels seront les contours de la coalition. Cette coalition, elle se construit d'habitude avant les élections. C'est ce qu'a tenté par exemple de faire le nouveau Front populaire ou même le Rassemblement national avec Ciotti. Et là, non. Maintenant, il y a une incertitude absolue à la fois sur quel est le périmètre des partis qui vont accepter de soutenir un éventuel gouvernement, quelles sont les personnes à l'intérieur de ces partis qui accepteraient de rentrer au gouvernement, et quel est le programme
sur lequel ce gouvernement pourrait s'entendre pour agir dans les années à venir. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans la plupart des pays voisins. C'est ce qui s'est passé en Italie il y a 2 ans, c'est ce qui s'est passé en Allemagne il y a 2 ans, c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas il y a 3 mois, etc. Il y a 6 mois, des partis qui, à l'issue des élections, se retrouvent, discutent ensemble longtemps, ça prend du temps. Il n'y a pas beaucoup de clarté ou de transparence pendant cette période, il faut être honnête, c'est un peu les défauts de ces régimes présidentiels, mais par contre, ça aboutit avec un programme négocié terme à terme, avec un accord de gouvernement souvent qui tient beaucoup les élus et le gouvernement, parce qu'en réalité, une fois qu'on est mis d'accord, on dépend du soutien des autres partis membres de la coalition. Donc c'est peut-être ce moment-là qui est nécessaire à la démocratie française aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est totalement inédit, donc je ne sais pas si les responsables politiques seront capables de faire cette pratique qui est pourtant tout à fait normale et tout à fait saine, parce que je finis là-dessus. C'est ce qui permet, on parlait tout à l'heure des électeurs du Rassemblement national qui se sentent écartés. Le système politique français, et surtout maintenant qu'il est tripolaire, est très malsain, parce qu'en réalité, il y a plus près des 2 tiers des Français qui sont écartés du pouvoir. Si jamais là il y avait une petite majorité qui se constituait, ou en tout cas une majorité relative, ça écarte énormément de gens du pouvoir. Alors que là, l'idée d'élargir pour faire en sorte que plus d'une majorité des électeurs se sentent représentés par le gouvernement, ça paraît relativement sain. Un hémicycle à l'Assemblée nationale, Claire Gatinois, qui est composé de 3 blocs, les 3 blocs détestant à chaque fois les 2 autres. Ils ont même fait campagne là-dessus très très largement. Est-ce que cela peut fonctionner? Est-ce qu'on peut trouver ces fameuses majorités de projets, comme on entend régulièrement? Ça va être la grande interrogation des prochains jours et des prochaines semaines. Juste pour rebondir sur ce que disait Simon, effectivement, c'est un bouleversement pour la vie politique française, mais c'est surtout un tsunami pour Emmanuel Macron. Cette façon de gouverner, de chercher le compromis est quelque chose à laquelle il n'a absolument pas... c'est quelque chose dont il ne voulait absolument pas depuis qu'il a été élu, depuis 2017. On se souvient de Jupiter. Là, aujourd'hui, c'est clairement la fin d'un mode de gouvernement qui a été mis en place depuis 2017 et même avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Un régime extrêmement présidentiel. Donc, Emmanuel Macron l'a un peu esquissé en expliquant qu'il devait changer de méthode. C'est pas la première fois qu'il le dit, mais là, il y est forcément contraint. Et vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il y a 3 blocs. Donc, les 2 blocs qui détestent le 3e, mais il faut aussi noter que cette élection s'est faite contre Emmanuel Macron, y compris au sein de son camp. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire s'est présenté comme l'alternance, de la même façon que le Rassemblement national, mais les députés du camp présidentiel n'ont pas non plus fait campagne pour Emmanuel Macron. Ils ont voulu incarner quelque chose d'autre. Et on l'a entendu hier lors de la déclaration du Premier ministre, c'est que aujourd'hui, la question est quelle sera la nouvelle offre politique. Donc c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre, et une nouvelle page qui s'ouvre sans Emmanuel Macron. Donc là, à partir de maintenant, s'ouvrent effectivement des négociations. On va voir dans quelle mesure le chef de l'État peut encore avoir la main pour essayer de cibler telle ou telle personne, pour essayer de former un gouvernement. Mais là, le plus probable est qu'on rentre dans une période d'attente. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron essaye de se donner du temps, puisqu'il a déjà clairement expliqué que Gabriel Attal, même si le Premier ministre rendait sa démission ce matin, il serait appelé à rester encore quelques jours, quelques semaines, le temps de voir quels sont les équilibres politiques à l'Assemblée nationale et à qui il peut s'adresser. Le temps que les nouvelles majorités se structurent, a-t-il expliqué. Jean Lémarie. Emmanuel Macron, pour aller dans le sens de ce que nous disait à l'instant Claire Gatinois, va devoir faire, contraint et forcé en 2024, ce qu'il n'a pas voulu faire en 2022, où il n'a pas voulu tirer les leçons du résultat des élections législatives, et il a choisi à plusieurs reprises de passer en force. L'emblème, évidemment, c'est cette fameuse réforme des retraites, le 49.3, Elisabeth Borne rebaptisée Madame 49.3, ce qui a frappé énormément de Français, de part et d'autre d'ailleurs de l'échiquier politique. Et bien voilà, là, il est au pied du mur. Le Parlement, la réalité parlementaire s'impose à lui. L'autre question fondamentale, Martial Foucault, c'est est-ce que le NFP, le nouveau Front populaire, peut demeurer en tant qu'entité, en tant que coalition, où les choses commencent déjà à s'effriter?
Bon, on a beaucoup parlé effectivement de quelques lignes de partage sur le programme entre, je dirais, les deux poids lourds de cette coalition, le Parti socialiste et la France insoumise. Je doute qu'il y ait un seul groupe parlementaire, donc il y aura forcément des différences qui peuvent s'effacer, on l'a vu lorsqu'il y a un enjeu pour une campagne. Est-ce que dans le travail parlementaire, la perspective de participer à un gouvernement de coalition, voilà, ces fissures ou ces différends vont s'approfondir? Vraiment, c'est l'enjeu de ces prochains jours. Mais peut-être autour d'une question où il peut y avoir une différence, parce que je crois que c'est pas la même chose de rechercher dans les prochaines semaines l'équilibre ou la taille d'un gouvernement qui aura une majorité absolue ou une majorité relative. Et pour moi, vraiment, les enjeux sont radicalement différents. Si on est sur une majorité relative, on peut tout à fait... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, il peut y avoir une majorité absolue de blocage en cas d'une motion de censure présentée face au gouvernement qui sortira. Si on est dans le cas d'une majorité relative, on voit bien que une partie de la gauche ou une grande partie de la gauche et ensemble pourrait peut-être définir un contrat de gouvernement et avec peut-être un Premier ministre ou une Première ministre venant du rang du nouveau Front populaire. En revanche, si la perspective est de chercher une majorité absolue, là l'équation est beaucoup plus ténue. Parce que, manifestement, les déclarations depuis plusieurs jours et encore hier soir font que, j'allais dire, des retrouvailles entre la France insoumise et Ensemble me semblent impossibles. Mais un contrat de gouvernement, vous l'imaginez possible? Les chefs de file de la gauche du nouveau Front populaire ont déjà expliqué qu'ils ne feraient pas d'alliance durable avec notamment l'ancien camp présidentiel, avec Ensemble. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Simon parlait finalement d'une reparlementarisation de l'Assemblée nationale, je dirais que c'est vrai que nous n'avons pas cette culture politique parlementaire, mais quand bien même on aurait de nouveau un poids donné au Parlement, contrairement à nos voisins européens, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, il y a une différence majeure. C'est qu'en France, installer une culture parlementaire avec un président au-dessus est quelque chose de totalement inédit et de mon point de vue impossible. Les pouvoirs du président sont tels que laisser imaginer qu'il serait séduit, qu'il serait convaincu par une culture parlementaire me semble difficile parce que au fond, même si Emmanuel Macron se met un petit peu en retrait, il a quand même réussi à fabriquer presque deux autonomistes dans sa majorité Ensemble. Édouard Philippe, qui cherche son propre espace politique, et probablement Gabriel Attal, qui va en faire de même. Et donc, quand j'emploie l'expression de clé de voûte de cette architecture, moi je crois que ça empêche effectivement une vraie culture parlementaire. Et au final, oui, beaucoup de députés considèrent qu'ils ne doivent pas la victoire cette fois-ci à Emmanuel Macron. À Gabriel Attal, pratiquement. Ou probablement, et on verra le rôle que jouera Gabriel Attal dans cette confection, ce dialogue avec le nouveau Front populaire, le Parti socialiste, les écologistes et les communistes. Stéphane Robert. Moi, je crois que les Français demandent aux responsables politiques, à travers ce scrutin, véritablement d'inventer autre chose. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à ce que disait, à mon avis, Claire Gatinois tout à l'heure. Ces 4 dernières semaines, on a eu, avec les européennes et avec le premier tour des législatives, une sanction du pouvoir exercé par Emmanuel Macron. Une sanction à l'encontre d'Emmanuel Macron qui a vraiment beaucoup perdu. Ça s'est exprimé très fort à l'occasion des européennes. Il a dissous l'Assemblée, il convoque des législatives. Et au premier tour des législatives, il y a une autre sanction, une vraie gifle électorale qui est infligée au président de la République. Et au second tour, c'est très différent. On a eu ce reflux. On avait un rassemblement national. La gifle est moins forte. Alors, qu'est-ce qui s'exprimait? La gifle a été donnée. Elle a été donnée à 2 reprises, européenne et premier tour législative. En revanche, au second tour, la question n'était plus là. Elle était est-ce qu'on confie le pouvoir au Rassemblement national? Et là, c'est ce que disait Jean Lémarie tout à l'heure à travers le biais. Il y a eu une trouille véritablement qui s'est installée dans toute la population française. La réponse à la question n'a pas été est-ce qu'on sanctionne Emmanuel Macron? C'était est-ce qu'on accepte ou non que le Rassemblement national gouverne ce pays? La réponse a été non, massivement. Et donc, du coup, on a un reflux par rapport à ce qu'espérait le Rassemblement
nationale. Et donc, ce qui arrive là, c'est qu'il y a la réponse à la question d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut plus gouverner de façon jupitérienne. L'habitude du président aujourd'hui, c'était de capter le pouvoir finalement, puisque l'élection reine en France était jusqu'ici l'élection présidentielle. À travers cette élection présidentielle, il avait une majorité à l'Assemblée nationale, relative pour ce qui concernait la dernière législature. Et donc, il gouvernait, il captait le pouvoir, finalement. Et il gouvernait à la place du Premier ministre. Il était à la fois président et Premier ministre. Là, c'est plus possible. Il pourra être président. Il pourra être le gardien des institutions, en quelque sorte, l'arbitre des élégances. Mais c'est plus lui qui va gouverner. Le pouvoir a été est transféré véritablement à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement qui va véritablement, si à l'Assemblée nationale une majorité arrive à se constituer, qui va gouverner, mais de façon autonome par rapport au président de la République. Simon Persicot, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, toutes les déclarations à l'issue du premier tour de personnes qui disent ce sera uniquement le programme et on va s'en tenir au programme de premier tour, ça, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Ils sont à plus de 100 voix d'une majorité absolue. S'ils veulent convaincre des gens de monter à bord, ça veut forcément dire faire des compromis sur le programme. Ça, je pense que c'est important de le savoir. En fait, il n'y a pas un pays dans lequel les sociodémocrates, ils arrivent en tête, ils disent on va faire que ce qu'on veut. Non. Tu donnes des choses à l'autre, etc. Ça, c'est la première chose importante. Ça s'apprend de faire des compromis. Oui, ça s'apprend. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que là, il n'y a pas vraiment le choix. Il reste 1 an avant une prochaine dissolution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre, je sais pas. C'est quand même étrange de ne pas se projeter. J'entends tout à fait ce que dit Martial, mais d'une certaine manière, moi, je trouve qu'il y a une opportunité historique dans la Ve République, dont on sait que c'est un régime qui est dysfonctionnel. En fait, on le sait depuis longtemps. Je veux dire, ça a été écrit par toute une série de responsables politiques depuis 1958. Et en plus, ces tares ne font que s'accroître. C'est-à-dire le côté pyramidal, le président qui décide de tout, l'usage du 49.3 immodéré, ça a quand même marché etc. 70 ans. Hein. Non, mais oui, ça a marché, mais en fait, ça fait aussi des citoyens qui sont les plus défiants à l'égard du système politique quand on compare en comparaison européenne. En fait, les citoyens, les Français, c'est ceux qui ont le moins confiance dans le régime politique. La confiance interindividuelle aussi, ça a même des effets là-dessus, c'est-à-dire comment on considère nos citoyens. Le niveau de violence et de groupes sociaux qui sont séparés, qui veulent plus parler et qui ont l'impression de vivre dans des mondes différents, c'est à ça que ça produit la Ve République actuellement. Et on précise qu'il suffirait d'une loi pour instaurer la proportionnelle. Exactement. Et franchement, ça, c'est par exemple un des points où en fait il peut y avoir un accord relativement rapide, parce qu'en réalité, il est dans le programme justement d'une partie des forces en place. C'est cette fameuse proportionnelle dont on ne sait pas trop quel est le contenu, mais qui serait par ailleurs, parce que quand on parlait tout à l'heure de victoire différée, là ça tient, mais vous regardez le nombre de deuxième tour où ça fait des 52-48, etc. La victoire du Rassemblement national, elle peut arriver relativement rapide. Et je finis juste un dernier mot. Quand on regarde historiquement comment les régimes politiques ont accepté la proportionnelle, c'est quand la menace des adversaires était trop forte. Quand les libéraux et les conservateurs dominaient dans la plupart des pays européens et que les travaillistes, les socialistes allaient conquérir tout le pouvoir, alors les libéraux et les conservateurs sont mis d'accord pour dire on va proportionnaliser. Comme ça, c'est pas tout pour le nouvel arrivant. Au moins, on va conserver, on va être d'accord pour faire des compromis, pour faire en sorte que ce soit pas winner takes all, comme on dit, le gagnant qui gagne tout. Et donc voilà, moi je pense que c'est intéressant. Là, c'est aussi peut-être le citoyen qui parle, mais aussi le professeur de sciences politiques qui voit à quel point la démocratie est malade en France et qui dit là, franchement, les gars, il y a une opportunité pour changer de régime avec une simple loi parlementaire. Claire Gatinois. Oui, juste pour rebondir un peu sur la suite et ce qui peut se passer, effectivement, Emmanuel Macron est un peu coincé en observateur pour le moment. Mais là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il va chercher les failles. Il va chercher notamment les failles au sein du nouveau Front populaire, qui est quand même un bloc, qui est le bloc arrivé en tête. Et on entend beaucoup dire que Emmanuel Macron a été très impressionné par le score de Raphaël Glucksmann aux européennes, que c'est une personnalité politique qui regarde depuis longtemps. Donc on peut imaginer... C'est un pronostic que vous faites à un futur Premier ministre ? En tout cas, ça peut être une idée intéressante pour lui, parce que c'est un vrai moyen de fissurer le nouveau Front populaire, parce que Raphaël Glucksmann n'est pas partie prenante du nouveau Front populaire. C'est une alliance à laquelle il a concédé à contre-cœur, on le sait. Il a été très tourmenté d'ailleurs par cette alliance avec la France insoumise. Et faire appel à Raphaël Glucksmann permettrait en fait de mettre une brèche dans cette alliance de gauche.
D'autant que lui-même est un petit peu extérieur et a acquis une espèce de crédit vis-à-vis de la société. Simon Persicot, on parle beaucoup du futur Premier ministre, des castings potentiels. Il y a une étape avant cela, c'est trouver un président, une présidente à l'Assemblée nationale. Quel est l'enjeu? L'enjeu, il est simple, ça va arriver vite. De mon information, je crois que ça arrive dans la semaine. Et c'est un mode de scrutin... non, plus tard. 18, c'est 18, 19, 20 les élections à D'accord, l'Assemblée. merci. Donc j'ai été mal informé. Mais cela dit, ça arrive quand même vite. Hein. Franchement, pour se mettre d'accord en moins de 2 semaines, ça va être quand même compliqué. Et c'est un mode de scrutin assez simple. En fait, il y a 3 tours. Si vous avez la majorité absolue au premier tour, vous avez gagné. Si vous avez la majorité absolue au deuxième tour, là, vous avez gagné aussi. Et s'il n'y a pas de majorité absolue, c'est la personne à majorité relative. Donc forcément, là, pour le coup, là, c'est pareil, c'est assez inédit. Il y a une telle incertitude. Et ça va sans doute dessiner, la manière dont va se décider la présidence de l'Assemblée nationale va sans doute dessiner le périmètre des gens qui sont d'accord pour travailler ensemble. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'informations sur quel sera ce périmètre. Claire Gatinois? Oui, en fait, juste pour rebondir sur ce que disait Simon, c'est que même au-delà de travailler ensemble aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui va être important, c'est de signer des pactes de non-agression. Martial Foucault en parlait tout à l'heure, en fait, la menace, c'est celle d'une motion de censure. Donc, même si on n'est pas complètement d'accord, là, pour tenir dans l'année qui vient, avant une éventuelle prochaine dissolution, il va falloir se mettre d'accord pour ne pas dissoudre, parce que sinon, ça va vraiment être le foutoir politique. Et là, pour le coup, les électeurs seront fortement déçus et en colère. Martial Foucault, dans ce nouveau paysage politique, dans ce nouvel hémicycle également, est-ce que l'alternative véritable, c'est le Rassemblement national et au fond, le véritable enjeu pour 2027? Je ne pense pas que sur cette mandature qui va démarrer, le Rassemblement national va pouvoir finalement être l'empêcheur de tourner en rond, parce que on voit bien que les alliances qui pourraient se nouer, même entre des blocs opposés au président de la République, qui moi me semble être un acteur qui va garder un véritable pouvoir dans l'orchestration, l'agenda législatif, même si ça ne relève pas véritablement de son pouvoir, mais il s'est construit et il agit ainsi. Les blocs RN et, vous voyez, la France Insoumise ne suffisent pas, et même si on rajoute LR, à avoir une opposition majoritaire pour renverser un gouvernement. Et puis le deuxième élément, ce que vous disiez est très important, effectivement, la configuration de l'Assemblée nationale. Et j'imaginais un instant, ce qui n'est ni un pronostic fiable, ni une quelconque, j'allais dire conjecture, mais Lancez-vous. imaginez François Hollande du Front populaire désigné président de l'Assemblée nationale. Je pense que pour Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle dans la définition de l'agenda, de l'initiative parlementaire et le temps qu'il laisserait à l'initiative gouvernementale. Ça avait tout de même la forme d'un pronostic, Martial Foucault. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin au micro de culture. Martial Foucault, professeur de sciences politiques, chercheur au CEVIPOF, Claire Gatinois, journaliste au service politique du journal Le Monde, Simon Persicot, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et membre du laboratoire Pacte. Merci à Jean Lémarie et Stéphane Robert. Il est 8h40.